Géostratégie, la minorité qui domine le monde, à quand la prise de conscience de la majorité? Nous nous interrogeons. Géostratégie, la minorité qui domine le monde, à quand la prise de conscience de la majorité? Nous nous interrogeons encore cet après-midi. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Depuis des millénaires, il y a une minorité d'hommes et femmes tapis dans l'ombre qui domine le monde. Cette minorité a tout à leur guise. Elle détient la richesse du monde, l'économie, la politique, la culture, l'éducation, les nouvelles technologies, les médias et j'en passe. Presque tout est entre leurs mains. Leur plus grande peur, c'est que la majorité ne surgisse, s'éveille et vient leur arracher tout ce qu'ils possèdent. Cette minorité a donc tout mis en œuvre pour que les hommes qui sont loin de savoir ce qui se trame, ce qui se passe, ne s'éveillent. Ils ont infiltré tous les pans de la société au point d'infiltrer toutes les religions créées par elles et toutes les cultures. Tout est fait de manière à ce qu'elle ne soit jamais surprise. Elle sait tout, voit tout, contrôle tous les gouvernements, contrôle tous les États. Mais que fait la majorité des hommes et femmes? Cette majorité ne bouge pas et fait dans le suivisme moutonnier. Qu'est-ce qui se cache donc derrière cette minorité qui domine le monde? En tout cas, nous nous interrogeons. Géostratégie, la minorité qui domine le monde, à quand la prise de conscience de la majorité? Pour répondre à cette question, nous sommes avec le président Badakani, panafricaniste. Il est notre invité ce matin. Président Badakani, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon cher Jocelyn, j'espère que vous allez très bien. Je vais bien et vous, j'espère également que vous allez bien. Ça va, à chaque jour suffit sa peine. On n'a pas pu travailler la semaine dernière. Pour des raisons. Le technicien était malade, il a fait un accident, mais ça va. Oui, voilà, j'ai appris ça. Mais on m'a dit qu'il n'avait pas eu de... Non, pas de bobo. Les gars, je me suis dit, bon, tant mieux. C'est ça, vous voyez, nous on le voit, mais eux on ne le voit pas. On ne les voit pas. Souvent, quand ils ont des bobos comme ça, personne ne sait que... Justement. Pourtant, quand ils ont un problème, l'émission est bloquée. Non, l'émission est bloquée. On ne peut pas travailler sans eux. Ils sont indispensables. Indispensables. Plus indispensables, même encore que nous. Nous, on n'est pas indispensables. Non, pas du tout. Mais je voudrais saluer tous ceux qui sont attachés à notre chaîne, qui fait son petit chemin tous les jours qui passent. Je suis content de te retrouver et voilà, j'espère que nous allons encore leur servir quelque chose de digeste. On l'espère bien. Voilà. Avec la grâce du bon et du grand Dieu. Le seul, le seul. Très heureux de vous avoir un président Badakani. On ne s'est pas vu la semaine dernière, on le sait pourquoi. On va dire souhaiter prompt rétablissement à Jires Ndé, qui a fait un accident la semaine dernière. On espère qu'il ira pour le mieux dans le meilleur des mondes dans les jours à venir. Président Badakani, une question nous taraude l'esprit depuis un bon bout de temps. Cette minorité d'hommes et femmes qui dominent le monde, et on se pose bien la question de savoir pourquoi. Et d'ailleurs, elle ne veut jamais que la majorité des hommes et femmes sur cette planète s'éveillent pour aller leur arracher ce qu'ils ont arraché parfois à prix de sang. Écoutez, cette dialectique que vous mettez sur la table est l'enjeu majeur de nos sociétés globales aujourd'hui. Et la question fondamentale que vous posez, à savoir comment est-ce qu'une minorité peut dominer la majorité. Oui. Alors nous avons des concepts clés, minorité et majorité. Il faut comprendre ce que ces concepts-là signifient politiquement, anthropologiquement et même sociologiquement, j'allais même dire sociétalement. Parce que si les acceptions juridiques de la minorité, de la majorité, en ce qui concerne la situation civile des gens sont connues. Oui. Un enfant est mineur, il est majeur, voilà. Il a la majorité civile. Donc, ce n'est pas ça qu'on parle ici. Rien à voir. Rien à voir. On est ici dans les concepts politiques. On est dans les enjeux politiques. On est dans les enjeux de pouvoir, les enjeux de domination. Qui va commander? Qui sera commandé? Au nom de quoi on commande? Au nom de quoi on obéit à un commandant? Ce sont des questions vraiment d'organisation sociale et qui engagent la destinée des sociétés. Maintenant, comme on est dans un contexte global, pas, où le local et le global se confondent, à cause tout à l'heure, vous l'avez dit dans votre introduction, de l'explosion des moyens de communication,
la question, en fait, dans cette question, c'est le destin de l'espèce humaine qui est en jeu. Qui est en jeu, justement. Tout à fait. Et à partir de là, de toutes les sociétés. Donc, la majorité politique, l'idée de la majorité, n'est pas une idée, c'est une idée qui fait croire que le nombre 1, 2, 3, 4, vous êtes plus nombreux que la minorité, oui, que vous dépassez simplement par le nombre. Donc cette majorité-là, n'est-ce pas, en démocratie, décide et engage la société. Mais dans votre question, la minorité qui domine le monde, nous avons un problème. Oui. C'est-à-dire une minorité domine le monde, domine la majorité. Alors que la majorité est la loi de la démocratie, et c'est ce qu'on nous a appris depuis des siècles, ce qui domine le monde, c'est ce qu'ils doit imposer, mais on constate dans les faits que c'est une minorité qui domine le monde. Alors la question est de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-on arrivé là? Ben, il faut remonter très loin. Il faut remonter très très loin, mon cher Jocelyn Gosse. Très très loin même à l'aube de l'histoire humaine. Il y a toujours eu des dynamiques de domination. Il y a toujours eu des projets d'universalité impériale. Oui. Maintenant, ces projets de domination impériale, ce qui est important de savoir, c'est quelle était leur matrice. Les sociétés antiques, même avant, on peut remonter jusqu'à l'Égypte antique. Quand vous voyez la domination de l'Égypte antique, par exemple, ça n'a rien à voir aujourd'hui, avec ce qu'on voit aujourd'hui. Oui. Et c'est normal. C'était à des époques très éloignées, très lointaines, mais les vestiges, n'est-ce pas, les témoignages que nous avons de cette civilisation montrent que, pour autant qu'elles étaient lointaines, elles étaient très avancées. Les pyramides nous témoignent du niveau de la scientificité qu'il y avait au cœur de cette domination-là. Vous voyez. Mais il y avait une cohérence entre le bas de la société et le haut. Vous comprenez? La société ce n'était pas la volonté de développer l'économie, comme le fait le capital, qui était au cœur de la société. Il y avait un autre moteur de l'histoire dans cette société-là. Il y avait d'autres enjeux qui mettaient les gens en mouvement. Les enjeux civilisationnels n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Vous voyez, des sociétés sont préoccupées à l'époque par le destin de la communauté. Les sociétés sont préoccupées par l'avenir des gens après leur mort. Les sociétés sont préoccupées par un grand souci éthique, un grand souci des valeurs qui vont dominer et orienter, déterminer les comportements de ce lingot. En fait, à l'époque, on peut dire quand même, toute proportion gardée, que le souci de l'homme et de son devenir était l'enjeu majeur de la société. Et était l'enjeu majeur des dominations. C'est pour ça que l'impérium de l'Égypte antique ne ressemble pas à celui de la Grèce antique, de l'Empire grec. Ça ne ressemble pas. Vous voyez, les changements commencent. Les paradigmes commencent à muter. Il y a une mutation des paradigmes fondateurs, des matrices civilisationnelles, ça commence à muter. Le moteur de l'histoire sous l'Empire grec, sous l'Empire romain, c'est plus la même chose avec l'Égypte antique. Les choses ont muté. La Grèce, que ce soit la Grèce, que ce soit Rome, ce sont des sociétés d'esclavage, d'esclavagisme généralisé. Oui. Donc, dans la science, on appelle le mode de production qui avait cours en Égypte, mode de production africain. Ce n'est pas le capitalisme. L'enjeu, ce n'est pas la richesse. Le moteur, ce n'est pas les inégalités sociales sanctuarisées dans l'esclavagisme. La négation de la vie, de la valeur des gens n'est pas ça l'enjeu. Mais avec la Grèce, ça commence. Avec la Grèce, l'esprit militaire se développe à un niveau extraordinaire. La guerre commence à se développer. Alors, vous allez comprendre ça si vous étudiez l'histoire de Sparte et d'Athènes, par exemple. Les guerres qui ont lieu dans la Grèce antique, les différentes guerres qui vont marquer l'Antiquité grecque, vous allez comprendre la mutation dont je parle. C'est-à-dire que la guerre devient quelque chose d'extraordinaire, se sophistique, et la violence, la sublimation de la violence commence à devenir le moteur de l'action du gouvernement. La guerre pour préserver les frontières, la guerre pour comment on dit ça,
asseoir la domination d'une classe sur le reste de la société, etc., vous allez voir qu'est-ce qui est en cours, qu'est-ce qui porte cette société-là. Rome, c'est pareil. Rome, c'est grave. C'est l'empire esclavagiste par excellence. Oui, bien sûr, en Grèce, on va inventer le démos, comme par hasard. On va inventer le démos, la démocratie. Le démos, on va inventer le démos, la loi de la, comment on appelle ça, la démocratie directe, en Grèce, la République, l'État de droit, sont l'apport, entre guillemets, des émulations sociales et politiques qui ont caractérisé la Grèce et Rome. Mais c'est ce qu'on vous dit, ça c'est ce qu'on met en avant. Mais on ferme les yeux sur que ce n'était pas possible sans l'esclavage. L'esclavage était la caractéristique majeure de ces sociétés. On va le masquer en nous faisant croire que non, ce qui est la beauté, c'est la beauté. La Grèce était la démocratie, l'invention du démos, l'invention, n'est-ce pas, de la démocratie directe, l'invention de la République et du droit à Rome. Non, c'était de l'esclavage. Donc, vous voyez très bien que cet esclavage-là, c'est ça qui plus tard, gênait le capitalisme. La révolution capitaliste en Angleterre, va remplacer les systèmes féodaux du passé, le barbarisme du passé, l'esclavagisme du passé. Ça vient l'émergence de la figure du bourgeois, l'homme bourgeois. Alors, l'homme bourgeois, c'est quelqu'un qui ne ressemble pas aux autres catégories d'hommes ou bien de dominants du passé. L'homme bourgeois, c'est quelqu'un qui émerge avec le capitalisme, mais aussi avec des modes de civilité qui sont liés au capitalisme. L'apparition de l'urbanité, n'est-ce pas, l'urbanité, de la modernité, avec tout ce que cela comporte. La Renaissance, on a connu la Renaissance, après on va voir les Lumières, n'est-ce pas, les Lumières. Donc, tout ça, ça va de pair, ça marche avec, n'est-ce pas, ça prend son... C'est-à-dire que ça prend son envol majeur avec la révolution capitaliste qui a lieu en Angleterre. Alors, et ça c'est l'événement majeur. Et à partir de là, il y a une rupture extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire se profile. C'est-à-dire que la manière dont on a pensé l'économie avant n'a rien à voir. Il y a une révolution extraordinaire au niveau de la technique, au niveau de la production. Et je voulais m'arrêter là, Justin Gosse. Dites ce que vous voulez. Une société, c'est d'abord essentiellement la production des moyens d'existence. D'abord. Les gens doivent manger. Pour penser, il faut manger. Les gens doivent s'habiller. Les gens doivent se loger. Les gens doivent se soigner. Et pour ce faire, ils produisent la richesse. Donc, les modes de production antiques pré-capitalistes, j'ai dit tout à l'heure, étaient pris en charge par des superstructures sociopolitiques qui commandaient l'économie, qui dominaient l'économie. C'est l'inverse qui va se produire avec le capitalisme. Le capitalisme, lui, maintenant, c'est lui qui patronne les superstructures. Parce que ceux qui contrôlent les moyens qui permettent de nourrir les gens, de les vêtir, de soigner les gens, bref, tout ce qui est nécessaire au fonctionnement matériel de la société, ben, ce sont des gens puissants qu'on ne voit pas. Ce sont des gens puissants qu'on ne voit pas. Dans la Grèce antique, ou bien à Rome, la Grèce antique, les bavards, les rhétoriciens qui allaient bavarder à l'agora, ne se souciaient pas de la production. Ce n'était pas leur problème. Eux, les esclaves s'occupaient de tout ça. Ils allaient bavarder parce que c'était des nobles et des hommes libres. Ils allaient bavarder. Et plus tard, ça va les jouer un tour. Ce sont les esclaves qui vont s'allier avec les hommes, les sangs, comment on va dire ça, ceux qui n'étaient pas libres, parlons comme ça. C'est-à-dire, ils vont avoir une alliance pour les renverser. Parce que les aristocrates, à force de bavarder et de se préoccuper seulement, par exemple, de gérer les dieux, ont oublié l'importance des fonctions de production. Donc, lorsque, à la faveur de l'avènement du capitalisme, n'est-ce pas, ils sont complètement largués. Et le bourgeois, lui, il émerge. Le bourgeois n'est pas là pour adorer Dieu. Le bourgeois n'est pas là pour, cirer des grands airs. Il sait faire ça, mais ce n'est pas ça qui est important. Le bourgeois émerge pour démanteler les systèmes qui ont fabriqué les aristocrates, les nobles. Parce que le bourgeois, lui, il émerge et il se concentre sur la production. Il se concentre sur l'enrichissement. L'enrichissement.
je dois être riche. Je dois être riche, je dois être riche. Et pour s'enrichir, n'est-ce pas, il doit avoir le capital, il doit contrôler les moyens de production. Il faut qu'on comprenne ça très bien. Vous n'allez pas répondre à la question que vous avez posée là, si vous ne comprenez pas l'enjeu de la production. Il est revenu à Karl Marx de penser de penser le capitalisme, d'en dégager les lois les plus fondamentales et de démontrer que la loi fondamentale des sociétés, c'est la lutte des classes. On peut critiquer ça, on peut même dire que ce que ça a produit comme idéologie pour régler les contradictions de la société, on a vu ça. Si on prend l'exemple du soviétisme, ça a fait date. Mais l'étude du capitalisme, la lutte des classes, le phénomène historique majeur du développement des forces productives, il est revenu à Marx d'en dégager les lois. Et de dire que l'histoire c'est ça. Que l'histoire se joue là. Que le moteur de l'histoire, ça se joue là. Et à partir de là, vous comprenez que ceux qui contrôlent la production et qui maîtrisent les circuits de l'enrichissement vont dominer la société. Alors, hier, ils avaient tendance à laisser aux philosophes, à laisser émerger d'autres secteurs, d'autres lieux où on produisait la connaissance. Ils laissaient ça. Et leur génie, justement, ça a été justement de ne pas, dans un premier temps, dans les premières phases du capitalisme, de laisser, n'est-ce pas, l'intelligence a émergé, une certaine société civile s'est développée, produit la philosophie politique, tout ça et consorts. Parce que les révolutions qu'il y a à Athènes, ce sont des révolutions politiques. La démocratie antique, la révolution qu'il y a eu à Athènes, c'est la démocratie, mais c'est aussi l'émergence. L'émergence de l'autonomie de la pensée politique à l'égard de ce qu'on appelle les phénomènes de transcendance, c'est-à-dire de Dieu, si vous voulez. Donc, il y a cet apport-là qui commence. Ça va s'accélérer, n'est-ce pas, avec la Renaissance, jusqu'aux Lumières, où la raison s'émancipe, n'est-ce pas, de Dieu. De Dieu. Les bourgeois et les capitalistes, ils ont laissé ça. Ça les arrangeait. Vous comprenez? Ça les arrangeait. Au fur et à mesure que le capitalisme se développe, il concentre la richesse, il concentre la richesse. Plus il se développe, n'est-ce pas, il va aboutir à un phénomène extraordinaire qui est que les sociétés locales ne suffisent plus. Les territoires nationaux, les villes, les bourgs, les villes ne suffisent plus. Alors, on démantèle les systèmes de douane qui empêchaient l'agrandissement des marchés. Au fur et à mesure qu'on le fait, ça se développe. On arrive à un moment extraordinaire où, n'est-ce pas, le capitalisme s'internationalise. Il a désormais le monde comme horizon à dominer. Esclavage. Quand il arrive en Amérique, sous les auspices des Européens qui sont là en Amérique, fuyant les guerres des religions, il arrive là, il trouve les Indiens. Et pour prendre la terre, pour essayer de monopoliser la terre qui est un des premiers moyens de production, génocide des Indiens. Génocide des Indiens. Alors, ces génocides des Indiens correspondent même à des génocides intra-européens. Des guerres, je l'ai dit tout à l'heure, pour le territoire, la maîtrise de l'espace, les guerres de survie. Les guerres de survie, je vous ai parlé tout à l'heure des conflits qu'il y a eu dans la Méditerranée, les guerres du Péloponnèse, les guerres qui ont opposé les Grèce, Athènes et Rome, n'est-ce pas, les ligues qui s'affrontaient, n'est-ce pas, mais ça va continuer. Avec Rome, ça va continuer. L'expansionnisme, l'expansion romaine, n'est-ce pas, tout ça va continuer et on aboutit à l'esclavage. L'esclavage qui, Jocelyn Goz, se confond avec la conquête des terres. L'Amérique, pour réussir, ça a été la liquidation des Indiens et le Far West, la conquête du Far West. Une fois qu'on a conquis la terre, pour la mettre en valeur, il faut de la main-d'œuvre. On allait déposséder tout un continent de sa population pour l'amener en Amérique.
Marx appelle ça l'accumulation primitive du capital. Et les gens vont s'enrichir. Les gens vont s'enrichir. Alors, l'internationalisation du capitalisme veut aussi dire que les moyens de communication se développent. Donc, on est capable de se déplacer sur de très longues distances. Donc, du point de vue global, il y a un raccourcissement progressif de la distance. On ne met plus longtemps pour atteindre les extrémités. L'horizon, mon cher Jocelyn Gosse, l'horizon. Donc, mais les gens qui contrôlent le développement des moyens de communication, qui développent la production et tout ce qui va avec, la technique, la guerre, les armes et tout, pour aller conquérir les nations, conquérir les peuples, conquérir les espaces et leurs richesses, c'est-à-dire ce qu'il y a en bas du sol, sur le sol, et ce qu'il y a au-dessus. Mais qu'est-ce que vous croyez? Ils accumulent la puissance. Ils accumulent la puissance. Et tout ce qui va là-bas comme loi d'organisation. Alors, quand on arrive à la phase de la globalisation, dans laquelle nous sommes aujourd'hui, ben, cette classe est devenue une classe mondiale. Son niveau d'organisation se confond avec le globe. Elle a sous sa main tout. Désormais, maintenant, elle contrôle. Bon, elle a failli contrôler. Du moins, elle contrôle tous les instruments qui permettent de vivre. Tout. La nourriture. La production des moyens d'existence est sous le contrôle. Mais il va se passer autre chose. Je vous ai dit qu'hier, il ne se préoccupait pas beaucoup de vouloir être en première ligne sur le plan politique. Il ne se préoccupait pas de dominer la production de la pensée. Il laissait une intelligentsia le faire. Oui. Mais avec la chute de mur de Berlin, quelque chose va se passer. Les capitalistes décident, n'est-ce pas, de contrôler tous les outils qui favorisent la connaissance. Donc, non seulement ils maîtrisent les moyens de production, mais maintenant, ils vont contrôler la pensée. Tout ce qui stimule la pensée, tout ce qui permet de savoir, de produire des savoirs sur le monde, sur le réel, ils mettent ça sous leur contrôle. Ça s'appelle le contrôle de la science. Ils vont contrôler la science. Oui. Ils vont contrôler les moyens de diffusion de la science. Ils vont même contrôler la production des récits qui nous parlent de l'au-delà, après la mort. Le contrôle des religions. Ils prennent le contrôle de tout, Jocelyn Gosse. Mais à partir de ce moment-là, la domination est établie. Elle est globale. Elle est totale. C'est ce qui explique qu'une minorité domine le monde. La minorité est petite sur le plan numérique, mais sur le plan de l'organisation. Elle est puissante. Elle est très puissante. Contrairement à la majorité qui n'est pas organisée, Jocelyn Gosse, oui, et qui a perdu la connaissance des lois de l'organisation, Jocelyn Gosse. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que les concepts de majorité et de minorité, Jocelyn Gosse, n'ont de sens que par rapport à l'organisation, comment dire ça, qu'elle génère. Oui. N'ont de sens que par rapport au système d'organisation qu'elle génère. Quelqu'un disait que la modernité, je crois que c'est Eric, c'est peut-être Well qui disait ça. Moi, je lis tout le monde. Hein. Oui, c'est normal. Donc, il disait que la modernité, c'est la conscience de soi. Et la capacité de raconter l'histoire pour soi-même. On ne dit plus que non. J'ai appris que j'ai vu que c'est bon de dire ça. Mais je pense que la modernité, c'est l'avènement de la pensée. La pensée libre. J'utilise ma raison, la pensée, et j'analyse les phénomènes. Et je m'auto-détermine. Où est-ce que cela suppose? Marx va venir avec la notion de classe. C'est-à-dire, ma situation socio-économique va déterminer ma pensée. Et on s'organise, on parlait des prolétaires, en classe des prolétaires conscientes d'elles-mêmes. Et on fait la guerre à la bourgeoisie, les capitalistes. On leur fait la guerre. Parce que c'est la loi de l'histoire. C'est comme ça. Il n'y a pas d'autre rapport. Ce sont des rapports de guerre. De guerre. Il faut détruire la bourgeoisie et remplacer ça par le communisme. C'est Marx qui dit ça. Bon,
on peut savoir ce que le communisme est devenu. Mais cette thèse-là est fondamentale. Parce qu'elle est en train de dire qu'une minorité qui ne dégage pas les moyens d'organisation de son destin, qui ne s'organise pas. Alors, une majorité n'est pas une majorité. C'est l'agrégat d'individus. C'est une somme d'individus. C'est-à-dire que c'est même moins qu'une foule. Hein. C'est moins qu'une foule. Donc, c'est pas ça la puissance. Ça ne veut même rien dire. Parce que sur le plan de la pensée théorique, c'est pas une majorité. Ne confondez pas le fait que, bon, on vous dit que la démocratie est la loi de la majorité. Pourquoi que la majorité existe concrètement? Concrètement, elle n'existe pas. On l'a produit. La majorité politique est une production des combats, des intérêts sociaux qui s'affrontent. Et les mieux organisés deviennent majoritaires. Et ils s'imposent, ils décident dessus, ils s'imposent sur ce qu'on appelle la minorité. Donc, la minorité peut devenir majorité si et seulement si elle se donne les moyens concrets en termes d'organisation et de conscience d'y arriver. Mais voilà tout le problème. Voilà la réponse à votre question. La minorité domine le monde parce qu'il n'y a pas de majorité. Une majorité sur le plan historique et sur le plan politique ne se définit pas par rapport au nombre. Non, Jocelyn Goss. Mais les faits sont là. Si c'est une affaire de nombre, mais il y a longtemps qu'on aurait réglé cette affaire. Ce n'est pas une affaire de nombre. C'est une affaire d'organisation. Vous avez affaire à une minorité d'individus, n'est-ce pas, bien organisés. Si on prend le rapport à la population mondiale, ils sont moins de 2%. Mais ils tiennent le monde comment? L'organisation. L'organisation. L'argent, la science, ils produisent nos élites. Ils contrôlent les universités qui produisent vos élites. Ils contrôlent les religions qui sont censées gérer votre vie après la mort, n'est-ce pas? Ils les contrôlent. Il y a un excellent livre qui est maintenant sorti, l'Interloge. Les Interloges. Ce livre-là nous dit, c'est un ancien membre de cette milieu qui a fait des faits. Oui, qui répond. Il dit les superloges. C'est-à-dire qu'il vous dit qu'il y a une organisation qui chapeaute toutes les religions de la terre, qui chapeaute toutes les loges ésotériques, c'est-à-dire francs-maçons, tous ces gens-là. Et la plupart qui sont membres ne savent même pas. Hein, ne savent même pas. Le monsieur décrit comment ça fonctionne. Il vous donne les noms des membres. Il vous dit comment on a refusé à Berlusconi d'en être les membres. Il vous dit comment les Rothschild, les Rothschild, les patrons, ces affaires-là. Il vous dit que vous ne verrez jamais les superloges. Mais pour les voir, regardez Davos, regardez le club Bilderberg, regardez la trilatérale, regardez les institutions financières internationales. Est-ce que vous dites que voilà les superloges? Mais allez donc étudier, Jocelyn Goss, ce que ça signifie en termes d'organisation, la Banque mondiale, le FMI, le SWIFT, oui. La dématérialisation de l'argent dans le monde, les paradis fiscaux qui émergent. Allez voir qui contrôle les marchés financiers. Allez voir toute la structure qu'il y a derrière en termes de créativité technologique, informatique, le digital, maintenant la robotisation qui passe à un autre niveau. Vous ne voyez pas ces gens, mais ceux qui tiennent tout ça, ces gens vous font rêver. Ils produisent le portable. Vous êtes toujours très excité devant un portable. Oui, ça vous rend fou. Mais vous avez les matières premières en Afrique pour tout ça. Mais vous n'avez aucun contrôle, ça ne vous appartient pas. Les gens fixent les prix. Les gens ont organisé le monde de manière que ce qui t'appartient, c'est pour ça qu'ils fixent le prix. Ceux qui fixent le prix, ils ne l'ont pas. Comment des gens peuvent s'asseoir à Londres, par exemple, et fixer les prix de vos matières premières? Pourtant, ce n'est pas chez eux. Jocelyn Goss, c'est l'organisation. 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 On vous a rendu impuissant. Parce que la minorité ne peut dominer que si elle rend impuissant la majorité, entre guillemets. On vous a rendu impuissant en vous dépouillant de tout ce qui peut constituer la puissance. Mais qu'est-ce qui constitue la puissance? C'est d'abord la pensée. Jocelyn Goss, je suis désolé, hein? Ce n'est pas l'identité. Hein? Du tout. Ce n'est pas la tradition qui vous rend puissant. Non. Hein? Je vais choquer certaines personnes, mais c'est la vérité que je dis. C'est la pensée. La pensée. Ça commence. La pensée. La pensée. La pensée intègre la raison, les productions rationnelles et les productions métaphysiques. Et une véritable production métaphysique, c'est une production qui, à partir dès qu'elle a fini sa projection métaphysique, c'est-à-dire devient nouménale. C'est-à-dire un phénomène
C'est-à-dire, ça c'est un phénomène, devient phénomène. Opérationnel. L'action. Et la puissance. La puissance est en acte. Elle est agissante. Justin Gauss, la puissance, on ne la garde pas dans sa poche. Sinon, ça vous détruit vous-même qui l'avez. Elle est en acte. Vous voyez ça? Donc, ce que vous appelez la minorité, non, ils sont vraiment majoritaires. Oui. C'est parce que nous avons les lunettes démocratiques, on peut bêtise comme ça. Ils sont vraiment majoritaires parce qu'ils sont très bien organisés. Ils ont une longueur d'onde en termes de connaissances. Ils nous dominent sur le plan métaphysique parce qu'ils ont corrompu nos cieux. Parce que celui qui maîtrise ton ciel va te dominer sur la terre. Ils contrôlent nos cieux parce qu'ils les ont. Ils ont obscurci ces horizons célestes par le mensonge. Par le mensonge, je ne vais pas approfondir ça parce que ça va demander beaucoup d'efforts ou bien un discours qui peut être, comment dire ça, partagé par tous. Donc, mais il faut parler de ça. C'est ce que ce livre-là nous dit, les super loges. J'ai vu les gens le lire. Ils vont tout faire pour censurer ça, mais il faut le lire, ça circule, pour comprendre comment, justement, la minorité domine le monde. Je le répète, par l'organisation. 1. La sélection de l'élite. Ça passe par le contrôle du système éducatif, de tout du primaire jusqu'à l'université, le Saint-Gauss. Le contrôle de nos frontières métaphysiques. Et vous voulez rencontrer Dieu, vous êtes obligé de passer par eux. Parce que toutes les religions qui existent, ce sont ceux qui les ont créés. Même les traditions que vous croyez être pures, là, ils manipulent ça. Donc, il y a ça. Le contrôle de l'argent. La création de l'argent et le contrôle de l'argent. De sa circulation. De sa dématérialisation. De sa virtualisation. Il contrôle ça. Il contrôle la communication. Pas seulement les nouvelles technologies de la communication, non, c'est une étape. Mais les bateaux, les voitures, tout ce qui est transport, qu'est-ce qui fait circuler les hommes? Il contrôle ça, Justin Gauss. Maintenant, il contrôle les hommes. En contrôlant les États. Puisque dans le super loge, le livre vous dit quoi? Il vous dit comment on crée les politiciens à partir des loges. On les met devant, ils dansent leur danse, mais ils sont des marionnettes. Et c'est un phénomène mondial, c'est pas africain, c'est devenu un phénomène mondial. C'est un phénomène mondial, Justin Gauss. C'est un phénomène mondial. Ça veut dire que, écoutez, il y a des gens que vous ne connaissez pas, qui gèrent des fonds de pension, qui veulent par exemple, qui sont supérieurs à tout l'argent des pays africains réunis. Un fonds de pension. Vous ne connaissez même pas qui est ce monsieur. Quand il veut voir un président, non, il demande, c'est-à-dire qu'il ne prend pas rendez-vous. Il dit seulement que je viens. Je parle du président des États-Unis. Il ne parle même pas des présidents africains. Oui. Parce que s'il vient ici, s'il vient chez vous en Afrique, c'est grave. S'il vient là, il va rentrer avec tout le continent, il part avec. Aux États-Unis, on informe le président qu'il arrive. Et quand il arrive, ils vont lui donner le tapis rouge. On ne doit pas le voir. Il entre, il job, il fait une erreur au président, il dit, bon, vois ce que tu vas faire demain. Et il s'en va. Le président va le faire. Le patron d'un fonds de pension. On doit entendre BlackRock. Quel est l'État au monde qui parle à BlackRock? Parle à BlackRock, vous êtes qui? Bon, le directeur de BlackRock, il est élu par qui? Qui l'a voté? Mais il est puissant que tous les peuples réunis, européens réunis. Il est puissant. C'est le grand des électeurs. Parce que derrière BlackRock, vous avez ces familles organisées, vous avez ces propriétaires des moyens de production gauche. Mais maintenant, pas seulement des moyens de production, ils sont désormais propriétaires des moyens de production, mais aussi propriétaires des moyens de production de la connaissance. Ça, ils ont depuis la chute du mur de Berlin, ils ont dit qu'il n'y aura plus jamais une deuxième révolution communiste. On les a pris une fois, on les prendra plus deux fois. Donc, tout le processus que vous voyez là, ce qu'ils appellent l'ingénierie sociale, tout ce que vous voyez là, depuis la concentration des médias dans les mains des milliardaires, vous avez ce phénomène qui a détruit votre métier. Ça a tué le métier de journaliste. Vous allez partout en Europe, aux États-Unis, la presse, les médias sont dans les mains des milliardaires. Mais le débat est celui-ci. Mais que font les milliardaires avec les journaux? Pourquoi les milliardaires font les journaux? Donc, les maisons d'édition, les médias, les télévisions, maintenant les réseaux sociaux, c'est grave. Les big tech, regardez.
Internet, tout ça, regardez ce qui se passe. Vous voyez maintenant comment un gouvernement mondial se met en place de manière subliminale. On vous interdit de penser librement dans les réseaux sociaux. On vous supprime. Comment dire ça? On bloque l'expansion de votre pensée quand c'est gênant. Donc on s'assure que vous n'avez pas de vue. On diminue la vue. Il y a des pays où carrément votre pensée ne traverse pas. Mais ça, vous ne voyez pas qu'il y a un gouvernement derrière. C'est l'algorithme qui gère tout ça. Hein? Mais qui gère l'algorithme qui vous gère? Qui est le patron des algorithmes? Parce qu'on vous dit que non, vraiment, c'est l'algorithme, c'est scientifique. Qui va aller juger un algorithme? C'est vous? Vous allez aller juger un algorithme. On parle avec un algorithme, mais qui est le patron de l'algorithme? Parce que là, vous voyez tout. Quelqu'un qui a l'apparence humaine comme vous, qui décide ce que vous allez dire, ce que vous n'avez pas dit. Regardez les révélations de Elon Musk, depuis qu'il a pris Twitter. Il y a des révélations. Que faisaient avant lui ceux qui avaient Twitter? Réprimer la pensée. Jocelyn Goss. Réprimer la pensée. Mais quelle pensée? Toute pensée dissidente, toute pensée gênante. Mais faire la promotion de la pensée de l'élite. Faire la promotion du récit qui est conforme, n'est-ce pas, aux intérêts de l'élite. Oui, tels sont les mécanismes, Jocelyn Goss, qui permettent à la minorité de dominer le monde. Alors, vous avez demandé à quand la prise de conscience de la majorité? Oui, elle est là. Elle est là. Les peuples se battent énormément. Il y a une grande fuite. Actuellement, là, il y a un renversement qui est en cours. Le Covid n'a pas marché. Les peuples ont résisté ailleurs qu'en Europe. Les peuples ont résisté. Les vérités sortent. Ça fait donc que il y a les peuples hier qui étaient dans les ténèbres, n'est-ce pas, voient la lumière. Les vérités, comme on dit au quartier, les vérités sortent. Les gens, et la vérité, et le Covid a permis de voir qu'on nous mentait depuis. Que c'est un long mensonge. Le plus long mensonge de l'histoire. Que tout ce qu'on a raconté depuis là, c'était du n'importe quoi. Et une nouvelle s'ouvre. Elle sera nouvelle parce que Jocelyn Goss, on va faire comme ils ont fait hier. Vous savez que l'Occident vante, l'Occident c'est la Renaissance, ce sont les Lumières, c'est la modernité, c'est la postmodernité, c'est le progressisme globalisé. Donc, bon, dedans il y a la démocratie, l'état de droit, toutes les histoires qu'ils racontent là. Et il y a la technologie. Donc, ces processus-là, historiques, se sont produits dans leur société. Et sur cette base-là, ils sont allés conquérir le monde. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est d'imposer à l'Occident. Quand je parle de l'Occident, je parle d'abord d'une constellation historique dans laquelle vous retrouvez toutes les races. Il faut faire attention. Toutes les races. Même si c'est la race blanche qui domine. Cet Occident-là, il faudra retourner ses armes contre elle. Donc, il nous faut aujourd'hui de véritables lumières. Parce que la lumière d'hier, c'était de l'obscurité qu'on nous a vendue en termes de lumière. Il nous faut une nouvelle renaissance. Pour libérer le monde, hein. Il nous faut une nouvelle renaissance. Et il faut étudier la renaissance, vous allez voir. Il faut une nouvelle modernité. Comprenez? Et cette modernité ne sera nouvelle que si elle a pour objet la réflexion sur comment dépasser le capitalisme. C'est pas ça l'horizon de l'économie, c'est du n'importe quoi. On peut faire mieux, nettement mieux. C'est un système économique. Ça a joué un rôle historique. On va faire... Ça a joué un rôle historique, mais dans ce rôle historique, qui a gagné, qui a vraiment fait l'histoire, ce sont les peuples écrasés. Ceux qui étaient esclavagisés, colonisés, néocolonisés, maintenant qui sont mondialisés. Ce sont eux qui ont servi des matières brutes au développement du capitalisme. Donc, ça veut dire que, Jocelyn Goss, il n'y aurait pas eu de capitalisme sans que ces peuples-là soient écrasés et dominés. Ce n'est pas un génie quelconque que le capitalisme qui le rend riche. Donc, à partir du moment où le peuple-là se réveille, comme ils sont en train de dire, et s'approprie la pensée. La pensée qui... Tout le monde a la pensée. Tout le monde a la capacité de penser. La pensée. Et que cette pensée ne soit pas dans les airs. Est possible le déplacement et la destruction du capitalisme. Comment on dit ça? La pulvérisation de la démocratie occidentale comme horizon dépassable de la politique, de la pensée politique. Non, c'est clair là. Parce que vous voyez les Occidentaux, vous voyez les Macron, vous voyez tout, prenez un type comme Macron. Demain, il était aux États-Unis, je ne sais pas où il était, en Espagne.
Il se présente en progressiste démocrate. Il donne des leçons, vantant leur système politique comme étant le meilleur. Bon, c'est-à-dire que si on peut accepter ça, que bon, Macron parle au monde, dessine les perspectives politiques du monde, et nous ne sommes pas les humains, on va pas s'attarder sur lui. Mais cette démocratie blanche, occidentale, qui se présente comme l'horizon dépassable de la pensée politique, il faut la pulvériser intelligemment, par la pensée. Par la pensée. Pareil pour la philosophie. La philosophie. Il faut ouvrir un nouveau cycle de la philosophie mondiale, de l'espèce humaine. Ça va s'appuyer sur le patrimoine philosophique de l'humanité et le patrimoine philosophique nègre, au sens noble du mot, nègre. Mais il faudra, pour libérer l'humanité, parce que la modernité, en dernier sens, c'est deux choses, hein, l'individualisme et l'universalisme. C'est-à-dire que se libérer, émancipation politique, émancipation sociale. C'est pour ça que ça se confond avec la liberté. On ne peut pas conjuguer la liberté aujourd'hui, le mot liberté aujourd'hui chez Jocelyn Goss, si on ne brise pas les règnes de l'Occident. Parce que c'est l'Occident qui est l'obstacle majeur à la liberté. Mais son génie a été de faire croire qu'il incarne la liberté. Et c'est tellement ancré dans nos têtes et en nous qu'on a l'impression que pour lutter contre le sida, il faut qu'on se tue d'abord. Dans ce cas, oui, il faut ce meurtre symbolique de nous-mêmes. On se tue nous-mêmes, symboliquement, pour renaître, par la pensée. Par la pensée, vous comprenez ça? Par la pensée, pour rendre caduque tout ce que l'Occident nous a amené jusqu'à présent, comme elle a fait hier, par rapport aux sociétés antiques, comme elle a fait hier, pour nous anéantir comme civilisation, et prendre le deux. Il n'y aura pas de négociation. Il faut anéantir l'Occident. Je dis bien par la pensée. Ce n'est pas le truc léger là. Ce n'est pas la guerre, même s'il faudra qu'on soit fort militairement. La guerre, c'est un moyen. Quand c'est nécessaire, on fait la guerre. Mais l'arme par excellence, ça sera la pensée. C'est-à-dire, pour attaquer les systèmes religieux qui existent là, et qui sont des prisons, il faudra pulvériser ça, Jocelyn Goss. Comme il faudra attaquer les paradigmes sociétaux qui ont permis, n'est-ce pas, à l'Occident de parachever sa domination sur le monde en la globalisant. Quand je parle de paradigmes sociétaux, on revient à LGBT, tous ces machins, QU, machin, tout ça, les transgenres, tout ce qu'ils sont en train de faire là aujourd'hui, et qui permettent à des gens comme Trudeau, de voyous de ce type-là, les Macron, les Biden, de se présenter à progressistes, les George Soros. Parce qu'ils font croire que la liberté, c'est ça. C'est le transgenre, c'est le changement de sexe, c'est-à-dire que c'est le désordre et l'anarchie sexuelle. On nous ramène au temps primitif de l'humanité quand l'homme n'était pas encore un homme. C'est-à-dire comme des chiens. On va jusqu'à faire l'amour avec des animaux. Le mariage homme-animal. C'est-à-dire que tous ces paradigmes sociétaux, ils appellent ça le progrès. Mais il nous faut une pensée puissante pour démontrer que ce n'est pas ça le progrès, ça n'a jamais été ça le progrès. Vous allez voir que quand tu dis tout ça, observez, il y a un tabou. On ne parle jamais de la richesse. Regardez très bien, hein? Tout est susceptible d'être, comment on dit ça, de subir le bistouri du progrès, d'après le discours de ces voyous-là. Tout. La religion, nos identités traditionnelles, les racines des peuples, tout. Notre conception de Dieu, notre conception de la sexualité, de l'école, tout ça, c'est-à-dire que doit passer sur le bistouri de leur progrès. Mais la propriété privée. Essayez de tenter, vous allez voir le vrai. Leurs comptes vont sortir. Leurs comptes qui cachent là, ça sort. L'argent. Tentez l'argent. Allez tenter d'arracher l'argent au Rothschild. Et donc, allez les arracher les monopoles qu'ils ont sur l'argent là. Allez arracher ça. Elle dit que, oui, c'est ça. Ces tabous-là, on pense tout, mais on ne pense pas à la propriété privée. On refuse de remettre en cause le fait que des gens sont hyper riches, que des fonds de pension existent, qu'il y a les paradis fiscaux où il y a plein d'argent, pendant qu'on tue les gens en France pour une forme de retraite de vampires. J'ai fait un clin d'œil au peuple français. Nous apportons tout notre soutien dans le combat qu'ils mènent en France. Il faut qu'ils chassent Macron du pouvoir. Ils doivent refuser cette réforme-là. Parce que l'argent qu'on veut économiser pour financer les retraites, c'est l'argent des beignets de Rothschild. C'est l'argent des beignets. Mais il faut aller prendre ça. Il faut aller prendre ça, par exemple. Vous voyez qu'il y a des tabous dont il nous est interdit de toucher.
ce tabou-là. Et voilà les dieux, voilà le vrai Dieu, voilà leur Dieu. L'argent, la domination par les moyens les plus maléfiques. Voilà le Dieu. Et ça, il faut penser ça. Il faut penser, mais c'est ça qu'il faut penser. Vous voyez? Donc, il nous faut développer des paradigmes qui vont remettre en cause, qui vont démontrer que les LGBT, les transhumances, tous les projets bidons-là, comment on appelle ça? C'est-à-dire, c'est de l'abjection suprême. Et que ça ne va pas servir d'horizon, ni de référence à des humains. C'est le défi là, que vous appelez majorité doit relever par l'organisation et par des niveaux de consécration intellectuelle, spirituelle, qui ne sont pas encore mûrs, mais qui vont mûrir. Et qui vont mûrir, et on l'espère très bien. Ce sujet est tellement passionnant. On va y revenir dans les jours à venir pour approfondir justement la question. Voilà pourquoi j'ai mis ce sujet sur la table. Merci à vous, Président Badakani, d'avoir été de nous ce matin. Je suis votre serviteur. Au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de Parole panafricaniste. Mesdames, Messieurs, passez une agréable journée.